Je vous embrasse tous. Fabrice Brou, tu nous as embadonné à qui? Non, je ne vous ai pas embadonné. J'embrasse tout le monde. Aujourd'hui, vendredi, je voudrais faire saluer fraternellement nos frères africains du côté du Tchad et leur dire, leur exprimer nos profonds euh, notre profonde tristesse, leur exprimer notre compassion, parce que c'est pas évident, c'est pas facile de traverser ces moments encore troubles dans l'histoire de ce pays, qui est le Tchad, qui est un très grand pays, un vaste pays, qui est un grand pays, qui est un allié stratégique pour toute l'Afrique noire, un allié vraiment stratégique pour toute l'Afrique noire. Donc c'est avec beaucoup de tristesse encore, on va parler encore de l'Afrique. Et ça fait mal au cœur, ça fait très très mal au cœur de parler encore de l'Afrique sur ces mêmes, sur encore ces mêmes comportements qui ne changent pas. Et j'ai joué cette chanson d'un artiste tchadien, donc je découvre aussi qui s'appelle Moua Doué, Doé, voilà, Moua Doué. Le titre de la chanson, en tout cas, comme j'ai du mal à bien prononcer le nom pour ne pas écorcher le nom, je vous donne juste le titre de la chanson qui est Au nom de l'art. Au nom de l'art, de partout où nous sommes, nous pouvons nous rassembler. Au nom de l'art, je peux. Les Ivoiriens et les Tchadiens sont des frères. Au nom de l'art, la Côte d'Ivoire et le Tchad sont des frères. Au nom de l'art, la Côte d'Ivoire et ses pays, le Togo, le Bénin, le Burkina, la Guinée, le Mali, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Congo Brazza, comme le Congo Kinshasa. Au nom de l'art, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes unis au nom de l'art. Et c'est pour ça que j'ai voulu jouer ce titre de la chanson avant de commencer notre direct live pour parler de l'actualité qui touche tristement le Tchad aujourd'hui. Et moi, je voulais vraiment me pencher sur la question géopolitique de ce deuil national qui traverse le Tchad encore à nouveau. Et je voulais vraiment me penser sur cette question-là, la question géopolitique. Comme je dis souvent, à qui profite le crime? À qui profite, c'est, pour moi j'appelle ça un coup d'État. Chacun a le droit de qualifier, mais malheureusement, le Tchad traverse toujours comme ça des moments difficiles, troubles de son histoire. Et malheureusement encore en 2021, malheureusement je dis en 2021, on assiste encore à cette tristesse sur le continent africain qui commence à devenir une légende malheureuse. La légende que moi j'appelle la légende africaine. Parce qu'on assiste toujours à ça dans les pays africains, c'est que c'est des coups d'État, c'est des assassinats. Et ça déstabilise beaucoup les États africains. Malheureusement, ça déstabilise l'économie, ça déstabilise au niveau sécuritaire, même au niveau des humains, au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la paix. Ça déstabilise tout, ça chamboule tout. Et ce sont des questions que nous devons vraiment essayer euh, d'analyser avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de distance, sans rentrer dans la passion et dans la passion du Christ. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs du côté du Tchad, qu'ils soient au Tchad ou dans la diaspora tchadienne, toute ma compassion et toute ma tristesse. Je suis très affectée, je suis peinée de savoir qu'il traverse un moment aussi douloureux, un moment d'incertitude encore, parce que je sais ce que c'est que de voir son pays tomber dans des crises politiques, dans des crises militaires et même dans des crises, dans des guerres civiles. Avant, les Ivoiriens, on n'avait pas compris que la guerre, c'était loin pour nous. On ne savait pas ce que c'était que la guerre. On entendait la guerre en Afrique du Sud, on entendait la guerre au Rwanda, on entendait la guerre au Libéria, en Sierra Leone, mais on était détachés. On disait, là, on chantait la paix, beaucoup d'artistes ivoiriens chantaient la paix, sans même comprendre
le poids de la paix et tout le contour de ce qu'on appelle paix et vivre ensemble. Parce qu'on était loin de ces moments, de ces émotions. Mais ce que la Côte d'Ivoire a vécu ces dernières années, aujourd'hui, quand je vois le cadre en train de vivre ces moments-là, je suis peinée et ça réveille en moi beaucoup de tristesse et beaucoup de larmes. Donc je dis à mes frères tchadiens, toute l'Afrique noire, nous sommes à vos côtés, nous pensons à vous. C'est des moments difficiles. On peut critiquer la gestion des États, on peut ne pas être d'accord avec le président Idriss Déby, on peut critiquer ses années de pouvoir, mais en même temps, on se doit d'analyser à froid ce qui se joue au Tchad. Ce qui se joue au Tchad, bien vrai qu'il y a la durée du pouvoir, mais il y a aussi la géopolitique. Et c'est ça moi, qui me fait peur. La géopolitique me fait peur. Et je voulais parler de ça avec vous. Mes frères, vous avez assisté, tout le monde a assisté. On a appris le mardi que le président tchadien Idriss Déby est tombé au front sous les balles d'un groupe djihadiste terroriste qui est venu de la Libye. Et le président tchadien est tombé en ce moment-là, les armes à la main. Ce sont les déclarations de l'armée tchadienne. Comme je vous ai dit, la compassion, la tristesse, les pleurs, les larmes n'effacent pas l'analyse que je vais faire. Je prends vraiment beaucoup de distance parce que je suis soucieuse, parce que je suis inquiète, comme beaucoup d'entre vous. Nous sommes tous inquiets pour le continent africain. Je le dis et je le répète, le Tchad est un pays frère, est un pays allié. Le Tchad est un très grand pays et le Tchad est une stabilité. La stabilité du Tchad aussi, la stabilité de toute l'Afrique, du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, repose sur le Tchad. Et ça, c'est très, très important à le souligner. La stabilité de l'Afrique noire, la stabilité de l'Afrique noire repose sur le Tchad. Donc, nous devons tous de soutenir ce grand pays qui traverse des moments difficiles afin que nous soyons stables chez nous aussi. Parce qu'il s'agit de la géopolitique. Si le Tchad est instable, les pays africains seront instables. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le Tchad qui a financé le plus grand contingent pour la guerre, pour la guerre contre le terrorisme au Sahel. Le Tchad a fourni un grand contingent militaire parce que le Tchad est aguerri. Ce sont des soldats, ils sont aguerris. Vraiment, c'est un pays en matière d'armée. Ils sont solides, ils sont puissants. Et malheureusement, mon analyse à moi, je pense que la géopolitique, la géostratégie de la géopolitique a sans doute, c'est avec, vraiment, c'est mon analyse, ce n'est pas une vérité absolue. Je dis, j'ai fait mon analyse. Pour moi, je pense, quand je prends tous les faits, que je mets tous les faits sur des bouts de papier, je pense que le président Idriss Déby a été victime de la guerre qu'il a menée contre les groupes terroristes comme et Boko Haram du côté du Sahel. Et ça, il a payé le prix lourd. Donc, il a payé le prix lourd en voulant protéger tout le reste de l'Afrique. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Parce que ça se joue il y a Boko Haram au Nigeria, AQMI au Mali, ils sont au Burkina, ils sont aux portes de la Côte d'Ivoire, ils sont en Guinée, ils sont au Niger, ils sont au Cameroun. Donc ça veut dire que le Tchad a joué un rôle essentiel pour protéger, pour préserver toute l'Afrique. Et ça, il faut le souligner bien avant de parler de la durée au pouvoir du feu le président Idriss Déby. Il faut vraiment le souligner ça. Et il faut le dire. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Parce que je viens sur le G5 Sahel. Le G5 Sahel, et nous savons très bien que le président Idriss Déby est au cœur du G5 Sahel, donc le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina,
Il y a un pays qui m'échappe pour le G5 Sahel mince, qui est un pays qui m'échappe, mais ça me reviendra. En tout cas, pour le G5 Sahel, le Tchad est vraiment au cœur de ce G5 Sahel. Et il faut vraiment le souligner. L'armée tchadienne est auprès de... dans l'opération Barkhane au Mali. L'armée tchadienne est dans l'opération Barkhane au Mali. Donc l'opération Barkhane au Mali, souvent certains Africains essaient de faire de la manipulation, manipuler la masse pour expliquer que la France est au Mali parce qu'elle est en train de piller l'or, elle est en train de piller, je ne sais plus quoi, le pétrole, ou je ne sais pas s'il y a du pétrole d'ailleurs, en train de piller l'or au Mali. Mais je ne vais pas rentrer dans ces accusations, sincèrement, qui oublient même de mettre au cœur de leur interrogation l'essentiel, la sécurité du continent. La sécurité du continent se joue au Mali, et le Tchad est un pays important dans le dispositif pour la sécurité du continent. Enfin, je parle du continent noir. Parce que derrière Boko Haram et AQMI, il y a d'autres acteurs extérieurs à l'Afrique noire qui jouent leur géopolitique et qui mettent en place leur stratégie en se servant des populations, en instrumentalisant des populations, en endoctrinant d'autres populations très fragiles pour pouvoir asseoir je dirais pas pouvoir, mais leur stratégie, surtout dans le cas de Boko Haram au Nigeria, par exemple. Je prends un exemple sur Boko Haram au Nigeria. Boko Haram s'est servi des Haoussa du Nigeria. Donc, pour ceux qui connaissent le Nigeria, Boko Haram s'est servi des Haoussa au Nigeria et des Kanuri. Donc, des peuples Haoussa et des peuples Kanuri qui sont au nord et au sud du Nigeria. Et Boko Haram veut installer, dans la stratégie de Boko Haram, c'est de prendre ces peuples-là, de les manipuler sous prétexte d'une indépendance, mais derrière ça, il y a une stratégie pour pouvoir déstabiliser la zone. Et donc, quand Boko Haram réussit par des fragilités, par des fractures sociales, à fracturer socialement cette zone du Nigeria, Boko Haram divise maintenant les deux peuples qui étaient le mouvement stratégique de Boko Haram, qui était un mouvement terroriste djihadiste au Nigeria. Quand Boko Haram finit de mettre en place cette stratégie, il divise les deux peuples. Donc, c'est-à-dire la stratégie, vous mettez ensemble, on va déstabiliser l'État. Et quand on déstabilise l'État, on vous divise. Et maintenant, on prend une partie du mouvement et qu'on va instrumentaliser pour aller déstabiliser d'autres États. Parce que le jeu de Boko Haram, ce n'est pas que le Nigeria. Ce n'est pas que le Nigeria, la stratégie de Boko Haram, ce n'est pas que le Nigeria. Parce que quand Boko Haram finit avec le pourri par cette fracture au nord et au sud du Nigeria afin d'imposer l'indépendance d'un État théocratique nordiste, en tout cas dans la tradition des Émirats. Donc vous savez qui c'est. Moi je ne vais pas... c'est une indépendance théocratique des Émirats. Quand Boko Haram finit, ils utilisent le peuple Kanuri. Donc le peuple Kanuri, qui est une partie qui est au nord d'une des peuples Kanuri, qui s'étend, parce que le peuple Kanuri s'étend du Nigeria au Cameroun, au Tchad. Le peuple Kanuri, on trouve le même peuple Kanuri et au Nigeria, et au Cameroun, et au Tchad. Donc Boko Haram va prendre ce peuple-là pour instrumentaliser ce peuple-là, idéologiquement endoctriner ce peuple-là sous des prétextes, mais qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont extrêmement rien à voir avec la religion. Et moi, je suis pas une religieuse, mais je peux vous dire que ce sont des terroristes qui malheureusement instrumentalisent une partie des populations pour renverser, pour déstabiliser
les États. Parce que la stratégie, elle a changé. Parce que Boko Haram a une stratégie de conquête, de reconquête des pays africains, des pays noirs. Donc cette stratégie-là, ils mettent en place aussi leur manière. Chacun, c'est de la géostratégie. Mais derrière ça, il y a la géopolitique derrière ça. Et il faudrait que les États africains eux-mêmes et que les intellectuels africains eux-mêmes et que les politiciens africains, les politiques eux-mêmes puissent se saisir de ces notions-là, puissent en parler avec aisance. N'aie pas de complexe vis-à-vis de ça, n'aie pas de peur ou de honte vis-à-vis de ça. Mais si on ne sensibilise pas la masse, Boko Haram va réussir à endoctriner la masse. Parce que derrière, il y a certains qui ne veulent pas toucher les sujets qu'ils trouvent sensibles ou pas. Mais si on ne sensibilise pas la masse, on va se retrouver avec de ce qui s'est passé au Tchad, dans presque tous les pays africains. Et malheureusement, c'est la légende. Et malheureusement, c'est la légende. Donc, comme je dis, les Kanouris qui sont largement au Nigeria, au Cameroun et au Tchad sont utilisés par Boko Haram pour déstabiliser. Si vous avez remarqué, quand il y a eu, il fut un moment où on parlait du nord du Cameroun, où sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a des journalistes, mais des journaleux qui font de la politique politicienne, qui ne font même pas d'analyse, qui pour des questions politiques confondent tout, racontent tout et n'importe quoi. Oui, au Cameroun, Paul Biya est en train de tuer les gens qui sont au nord du Cameroun. Au Cameroun, Paul Biya massacre les gens, mais au Cameroun, c'est Boko Haram qui massacrait les gens au Cameroun. Mais des intellectuels sont incapables d'en parler. Mais au Cameroun, c'est Boko Haram qui opérait au Cameroun. C'est Boko Haram qui a déstabilisé la Centrafrique. Parce que le Soudan, le Centrafrique, Cameroun, la Libye sont frontaliers au Tchad. Sont frontaliers au Tchad. Et Boko Haram sait que c'est le Tchad qui a un gros contingent militaire au Sahel, au Mali, dans l'opération Barkhane. Donc pour Boko Haram, il faut changer de stratégie. Il faut, pour déstabiliser le Tchad, il faut passer un peu. Une fois que le Tchad va tomber dans la main de Boko Haram, le reste de l'Afrique, là, c'est du pain béni. Une fois que le Tchad tombe dans la main de Boko Haram, des groupes djihadistes terroristes, le reste de l'Afrique est dans leurs mains. Ça fait plus de 2 ans, ils sont en train de martyriser le nord du Burkina Faso. Il n'y a pas école, il n'y a plus pharmacie, il n'y a pas hôpital, il n'y a rien. Les gens sont dans la main de ces groupes terroristes. Au Mali, c'est pareil. C'est pareil. On n'arrive même pas à les chasser de ces zones-là. Mais si le Tchad tombe dans leurs mains, mais c'est foutu pour nous tous. C'est foutu pour toute l'Afrique noire. Donc, il y a aussi la géopolitique. C'est pour ça que je dis à mes frères et sœurs, je pense, nous tous, je déplore les années que des chefs d'État perdurent au pouvoir. Moi, je suis contre ça. Je suis pour la transmission. Je suis pour la transmission. Je suis pour la transmission. On ne vient pas au pouvoir pour faire 30 ans au pouvoir. C'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les populations ne peuvent plus l'accepter. Les peuples ne peuvent plus l'admettre. Les temps sont révolus. Les temps ont évolué. Les choses ont changé. On est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Mais ce qui se joue au Tchad, c'est au-delà de... Parce que la démocratie aussi dans l'instabilité, ça n'existe pas. Il faut un pays stable pour que la démocratie existe. Si le pays est instable, il n'y aura pas de démocratie. Donc ce qui se joue au Tchad aujourd'hui, c'est la stabilité ou l'instabilité. Et si le Tchad est instable, je vous assure que nous sommes tous foutus. Nous sommes foutus. Mais foutus de chez foutus. Parce que Boko Haram, là, depuis ils sont au Nigeria, ils ne sont pas partis de là. Qui est Boko Haram?
Est-ce que des spécialistes africains se sont posé la question de savoir qui est Boko Haram, qui finance Boko Haram, qui veut imposer cette idéologie à tout le reste du continent, qui veut refaire des Africains leurs esclaves? Parce que ce que ces jours-là, c'est aujourd'hui que je suis en train de vous parler d'une... Ce sont des questions sensibles qui peuvent toucher la sensibilité des uns et des autres. Mais en même temps, ce sont des questions de... C'est des questions de survie, de la stabilité du continent. C'est des questions de la stabilité des États africains. C'est la stabilité des États africains. Aujourd'hui, Boko Haram passe par des populations, instrumentalisent, jouent sur des religions, alors qu'ils ne sont pas des croyants en réalité. Ils ne sont pas des croyants en réalité. Parce que vous et moi, vous qui m'écoutez, quand on est croyant, quand on croit en Dieu vraiment, s'ils étaient des vrais croyants, s'ils étaient des vrais croyants, on ne peut pas assassiner un frère croyant en ce plein mois saint de Ramadan. Ce n'est pas possible. Vous qui m'écoutez là. Donc, mettons nos émotions de côté et puis pensons l'Afrique. Parce que quand on est croyant, si on est vrai croyant, on ne peut pas tuer, en ce moment, ce mois de carême, on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer un frère croyant. Donc, vraiment, ces gens ne sont pas des croyants. Mais ils utilisent la faiblesse d'une partie de nos frères pour arriver à leur fin. Et ils manipulent les lois religieuses pour arriver à leur fin. Ils manipulent pour arriver à leur fin. Mais c'est sur le continent. Les spécialistes ne sont pas capables de porter ces sujets. Les politiques eux-mêmes ont peur, ou bien ont honte, ou sont incapables de porter ces sujets. Si les journalistes ne sont pas capables de débattre de ces sujets, de faire des analyses, mais Boko Haram va nous tuer nous tous sur le continent. Ils vont réussir à nous tuer. Parce que Boko Haram est au Nigeria. Acmi est au Mali. Ils sont au Burkina. Ils sont à la porte de la Côte d'Ivoire. Ils sont peut-être même, ils sont dedans. Parce que leur stratégie, c'est ça. Quand ils arrivent dans la zone, ils manipulent. Et comment ils vont faire pour pouvoir prendre des territoires? Ils arrivent là, ils vont imposer une chienlit, mais pas possible. Tuer les gens, mais sauvagement pour leur faire peur. Quand les populations fuient ces villes, eux, ils s'installent. Ils sont là encore, ils vont voler, ils vont piller. Parce que c'est comme Ali Baba et les 40 voleurs. Ils vont piller, ils vont s'armer. Ils font toutes sortes de trafics et de drogue, et de corps humains, et d'organes. Ils font toutes sortes de trafics. C'est la drogue qui les finance. Ils vont s'installer. Ils arrivent encore, ils vont trouver encore une autre ville. Ils vont installer une sorte de chienlit, découper les gens. Les populations ont peur, ça prend la fuite. Ils récupèrent encore la ville et puis ils s'installent. Et ils s'installent un peu. Aujourd'hui, ils sont à la porte de la Côte d'Ivoire. On fait comment? On fait comment? Là, on fait comment? On va se battre avec Boko Haram. Parce que leur stratégie aujourd'hui, là, ils ne vont pas recruter ailleurs. Hein. Ils vont recruter au sein des populations. C'est pour ça que je dis, il faut éduquer la masse. Leur stratégie, là, c'est au sein des populations qu'ils vont recruter. Ils ne vont pas ailleurs. Ils sont au Cameroun. Ils sont au Soudan. Soudan même, c'est leur bouffée. Ça, on n'en parle pas. Maintenant, leur base arrière, là, c'est la Libye. Leur base arrière, c'est la Libye. Ils sont soutenus par qui? Ils sont financés par qui? C'est quelle idéologie ils veulent imposer? Qui est derrière ceux-là? Certains spécialistes européens, parce que je ne dis pas africains, parce que les Africains, on ne les a pas encore vus se prononcer sur ces questions-là, disent que on dirait qu'il y a la main de la Turquie. Ah, on dit il y a l'ombre. Il y a l'ombre de la Turquie qui plane. Parce que chacun veut asseoir sa stratégie. C'est-à-dire que chacun, c'est la géopolitique. Chacun veut faire pression sur l'autre. Donc, c'est nous les Noirs, là. C'est nous, ils vont utiliser pour faire leur pression sur l'Occident. Parce que, on dit. Je dis, on dit, oh. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit. Ah.
On dit il y a l'ombre, il y a le fantôme, il y a l'ombre de la Turquie qui plane. Parce qu'on ne sait pas sur quoi lui il compte et puis il fait ses ailes sur les Occidentaux. C'est nous, on va être ses esclaves. Peut-être qu'il veut refaire son empire ottoman, on ne sait pas. On est assis dedans, on ne peut pas parler. Donc, merci Jeannette Kwame. Ils veulent refaire leur empire ottoman. Bon, nous les Noirs, là, on a quoi à avoir dans votre empire ottoman? C'est nous, on va redevenir esclaves. C'est nous, on va redevenir esclaves. Donc, cette stratégie-là, comme on a une masse, qu'on arrive à retourner facilement, on arrive à manipuler facilement. Mais c'est tellement simple. Si tu viens par la religion, c'est sûr que tu vas choper les Africains. Comme la colle à mouche. Tu vas les choper facilement. Parce que chacun est figé dans son idéologie. Il faut qu'on arrive à faire attention. C'est écrit même dans tous les livres saints. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, malgré que ce soit écrit dans les livres saints, ce passage-là, pardon, ce passage n'est pas suffisamment relayé. C'est écrit dans les livres saints. C'est écrit dans les livres saints. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prêches qui viendront pour vous tromper, qui viendront pour mentir, qui viendront pour vous faire croire ce qui n'est pas vrai. Mais pourquoi ça prend toujours les Africains? C'est parce que la masse n'est pas éclairée. Parce que la masse est endoctrinée. Et que chacun vient endoctriner la masse. Et ça marche. C'est pourquoi que ça continue sur le continent. C'est pourquoi que ça endeuille toujours le continent. Sinon, au 21e siècle, en 2021, là, où Thomas Pesquet, lui, il s'en va faire le tour de la planète, là. Nous, sur le continent, on tue encore chef d'État africain. Aïe. Mais ça fait pleurer. Thomas Pesquet. Quoi? Lui. Pesquet. Moi, celui-là, je le prends toujours comme pour le pain, là. Pardonnez. Thomas Pesquet, je le prends comme le pain. Le pain que les enfants prennent pour tartiner, là. Qui me pardonne? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, lui, il fait le tour de la terre. Au moment où il s'en va faire le tour de la terre pour faire des recherches scientifiques, pour faire des expériences scientifiques. Nous, sur le continent africain, là, on a des anciens étudiants qui n'ont jamais grandi. Eux, là, depuis ils ont 43 ans, 47 ans, ça ne bouge pas. Eux, ils veulent prendre le pouvoir par les armes. Pendant que les petits Thomas, là, ils font le tour de la terre, là, aujourd'hui que leur fusée a décollé. Pendant ce temps-là, sur ce continent, un vaste continent, 53 pays, un vaste continent avec une culture dense, avec une richesse culturelle. Ce continent-là, on est encore dans les coups d'État. On est encore dans l'assassinat. Même tuer l'homme, là, ça ne fait pas peur. On tue. Chacun veut tuer pour venir au pouvoir. Celui qui tue, il vient, il est assis, il ne quitte pas. Tant qu'on n'a pas tué, lui, il ne quitte pas. Il est là, avec son groupe, son Boeing. Ils sont assis là. Tant que l'autre ne vient pas pour le chasser, là, il ne quitte pas. C'est ça, c'est le continent. Voilà notre légende sur le continent, là. À un moment donné, il faut apprendre la transmission. La transmission, là, c'est important. C'est important. La transmission est importante. Transmettre. Il faut savoir transmettre le pouvoir. Le pouvoir, c'est une drogue. Donc, il ne faut pas devenir accro à la drogue. Tu es accro à la drogue, tu pars par overdose. De la manière dont tu es venu là. Toi, tu sais comment tu es arrivé là. Donc, il faudrait que... Eh Dieu. Vraiment, je vous ai expliqué brièvement la géopolitique sans rentrer dans tous les détails. Parce que oui, je suis ici là. Je suis ma pauvre petite femme. Je ne connais pas grand-chose. Parce que chacun, même ceux même qui ont les tenants du pouvoir, ils ne veulent pas parler de ça. Donc moi là, je vais faire doucement pour aussi durer en vie. On va venir couper ma tête. Mais c'est important quand même de souligner
ce qui se joue au Tchad, de souligner que le Tchad est un pays allié stratégique. J'ai vu des gens dire, oui, c'est la France qui aurait éliminé Idriss Déby. Mais vous, vraiment, on est toujours dans cette même rhétorique qui fait qu'on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas et on ne fait pas les bonnes analyses pour trouver les bonnes réponses à la situation du continent africain. On est toujours en train de se mentir à nous-mêmes et aux autres. La France a quel intérêt d'éliminer Idriss Déby? Idriss Déby est le président du Tchad. Le G5 Sahel. La France a... L'opération Barkhane, vous savez combien ça coûte à la France? La France perd des hommes là-bas. Les gens disent qu'ils sont allés voler l'or. Mais si la France n'était pas au Mali, là, est-ce que vous-même qui êtes assis à bien, vous pouvez parler? Est-ce que nous-mêmes qui sommes assis en France, est-ce qu'on peut parler? Moi, je vous pose la question. Parce que si la France n'est pas au Mali, si il n'y avait pas l'opération Barkhane au Mali, là, mais Boko Haram, il y a longtemps, ils ont fini, nous tous. C'est parce que l'opération au Mali. La Côte d'Ivoire a perdu des hommes au Mali dans l'opération Barkhane. Il y a eu des militaires ivoiriens qui ont été assassinés, qui sont tombés sur le champ de l'action, qui sont tombés en défendant la Côte d'Ivoire. Parce que chaque pays s'en va, parce que c'est de la survie aussi de nos États. Donc, il faut sortir un peu de cette théorie du complot tellement facile. On n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie d'analyser, on n'a pas envie d'apprendre, on ne veut rien apprendre, mais on veut juste faire de la propagande, c'est facile. La propagande, c'est tellement facile. Ah, c'est la France, c'est facile de dire que c'est toujours la France. Ah, c'est la France. Ah, c'est la France. On ne cherche même pas à savoir. À force de dire c'est la France, là. Le lion va nous bouffer. Et puis, ça va dire, ah, c'était le lion. Mais oui. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre. Mais quand on réfléchit, là, l'opération Barkhane, là, c'est la France. Mais les contingents de l'ONU, là-bas, c'est qui? C'est les pays africains. La Côte d'Ivoire a envoyé ses soldats là-bas. Le Tchad a envoyé le plus gros contingent. Donc, vous pensez que quelque chose que tu as financé à hauteur de milliards, là, tu vas venir pour gâter. Même si tu es bête. Donc, réfléchissez bien. Qui en veut à l'Afrique noire? Ce n'est pas la France. Dans ce que vous dites, ce n'est pas la France. Parce que la France, là, elle est dans la diplomatie. La France ne vient pas pour détruire les gens comme ça. La France, elle fait la diplomatie. Donc, si tu veux meilleur allié, il faut prendre la France. Parce qu'au moins, là, eux, là, c'est la diplomatie. Il faut diplomatie et toi. Il faut diplomatie et toi. Les autres, là, ils ne connaissent pas, ils viennent bas. Ça, là. Parce que c'est pas, les gens perdent leur vie, risquent leur vie, dépensent de l'argent. Oui, parce qu'ils ont des entreprises françaises qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc si l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée là, c'est eux aussi, ces entreprises qui vont déstabiliser. Oui, mais en même temps là, ce sont nos alliés. Au contraire même là, on doit se souder pour se protéger mutuellement. On doit se souder pour se protéger mutuellement. Vous pouvez le jour que les Arabes vont descendre sur le continent noir là, vous pouvez tenir. Vous les Noirs là, vous pouvez tenir. Parce que c'est toujours facile de dire oui, la colonisation. Et ça, je viendrai vraiment un autre jour sur les questions que vous faites l'amalgame sur ces sujets. La colonisation, et puis c'est la colonisation, la France, la colonisation. À force de faire la colonisation, on a laissé tout et n'importe quoi s'installer au-delà. On ne peut même pas gérer. Je pense qu'il est important de transmettre. Les histoires de colonisation, là, je vais revenir dessus parce qu'il y a une manipulation et puis il y a une escroquerie historique sur l'histoire de la colonisation. On n'explique pas assez. Et moi, je vais revenir dessus. On n'explique pas assez la colonisation. Il y a une escroquerie historique là-dedans. Donc, on peut se poser les questions et regarder la réalité en face. Parce que souvent, c'est des gens, en fait, il y a une minorité là, des indigénistes là, des indigénistes, une minorité qui n'a même pas de repères, qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle s'en va, qui ne sait pas qui elle est là, qui vont toujours parler au nom des Africains. Oui, c'est la France, mais c'est la France, mais c'est toujours en France. Ça là, c'est compliqué. C'est la France, mais vous prenez de l'eau pour venir, vous nagez pour venir en France.
C'est toujours la France, mais toujours en France. Moi, je vais vous dire, je dis que je reviendrai sur la colonisation, sur ces questions-là. Et parce qu'on va se poser les vraies questions. Regardez le continent africain. C'est une minorité ou soit c'est une tribu dans un pays qu'on manipule, qu'on retourne contre l'État. Et puis on va manipuler, puis ça vient créer des désordres. On déstabilise les États. On prend des tribus, on va au nord, on prend un groupe de personnes, on dit qu'il faut déstabiliser l'État. On va au sud, quand on voit que l'État commence à être stable, on va au sud, on prend un autre groupe, on dit qu'il faut déstabiliser. Donc, est-ce que ça c'est la France? C'est pas la France. C'est la mentalité africaine. Malheureusement, ça devient une fatalité. C'est la mentalité africaine. Ce n'est pas la France. La France n'est pour rien. C'est dans la tête. C'est dans la tête des Africains que tout se passe. Il faut apprendre. On doit transmettre le savoir. Mais le savoir, là, il faut transmettre. Il faut apprendre. Je reviendrai sur la colonisation un autre jour. On va détailler. Si la colonisation a été... qu'est-ce que la colonisation a apporté au pays africain? Parce qu'aujourd'hui, là, voilà les tribus, les guerres ethniques, les guerres de communautaires. Ça, là aussi, c'est la colonisation. Mais les gens se battent. Ils ne sont même pas capables de dire, mais attends, finalement, on est sur le même territoire donné. Mais on doit vivre ensemble. On est appelé à vivre ensemble. Ils ne sont pas capables de se dire ça. Est-ce que ça, là aussi, c'est la faute du blanc? Mais je reviendrai dessus sur un autre jour. Ce n'est pas le débat. Je vais me concentrer sur ce sujet-là. Le refus de certains dirigeants africains de transmettre. Et ça aussi, il faut revenir dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris mon... J'ai dit, je suis triste et peiné pour le Tchad. C'est vrai. Mais malheureusement, il faudrait que les chefs d'État africains et leur entourage puissent comprendre que les données ont changé. Les peuples ne peuvent plus tenir aussi longtemps. Les choses ont changé. Et ça, il faut que les dirigeants africains comprennent ça. Tant qu'ils n'ont pas compris, ça va être compliqué pour le continent. On va toujours avoir des continents 30 ans après, belote, rebelote, c'est déstabilisé. 20 ans après, belote, c'est déstabilisé. Vous savez, les gens me disent, mais oui, le président Idriss Déby a fait 30 ans de pouvoir. Est-ce que tu trouves normal qu'il ait fait 30 ans de pouvoir, qu'il ait gouverné toute sa famille, qu'il ait fait ceci, qu'il ait fait cela? Bref, tout a été dit sur ce sujet-là. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis contre le fait que les présidents puissent rester aussi longtemps au pouvoir. Moi, je suis contre ça. Je dis, il faut transmettre. Et il faut se préparer pour transmettre. C'est vrai, le président Idriss Déby est venu au pouvoir en 90. Mais aïe, de 90 en 2001, le président avait tout le temps de transmettre quand même le pouvoir. Il avait tout le temps. De 90 en 2001, 31 ans. Mais quelqu'un ne peut pas faire 31 ans. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus... Ça veut dire qu'il faut que nos dirigeants africains apprennent vraiment à se transmettre. Regardez Jerry Rawlings au Ghana, paix à son âme. Je prends toujours exemple sur lui. Jerry Rawlings, paix à son âme. L'ancien président ghanéen. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. Mais il a transmis le pouvoir là légalement, démocratiquement. Jusqu'à aujourd'hui là, celui qui vient là, il fait pour lui, il s'en va. Mais il a réussi à stabiliser le Ghana. Il n'a pas dit, donc je dois faire forcément 30 ans pour que je stabilise le Ghana. Franchement, il faudrait que les courtisans des palais présidentiels là, et que leur entourage, donc beaucoup de gens autour des chefs d'État là, il n'y a pas quelqu'un pour voir l'évidence. Moi là, je ne suis rien, mais je vois l'évidence. Je vois les choses arriver. Pourquoi vous qui êtes quelque chose là, vous n'arrivez pas à voir? On n'a qu'à voir l'évidence. Tu ne peux pas faire 30 ans au pouvoir. Et on ne peut même pas justifier à un moment donné. Donc il faudrait que les courtisans des palais, les dirigeants, parce que vous voyez le problème en Afrique, quand il y a un chef d'État, c'est qu'il y a un système qui s'installe. Et puis chacun est confortable dans le système. Chacun se sent tellement bien là-dedans. Donc personne n'a envie que le système bouge. Si le président il n'est plus là, nous on est foutus. Ceux qui vont arriver là, ils vont nous chasser. Donc là, il faut que le président reste. Non, il faut que le président... Actuellement, on est trop bien. Mais à force d'être trop bien, qu'il y a catastrophe baka. Tu fais comment ça?
C'est triste. Ça me peine. Franchement, ça me peine. J'ai dit, le président avait quand même tout le temps, le président tchadien avait tout le temps, mon Dieu. Tout le temps de transmettre. Tout le temps de préparer la relève et de transmettre. On ne serait pas à ce truc-là aujourd'hui. Parce qu'il a beaucoup apporté à son pays. Il a apporté la stabilité au Tchad. Le Tchad, là, c'est coup d'État. Coup d'État, coup d'État, coup d'État. Depuis leur premier président, là, c'est toujours coup d'État. Coup d'État, coup d'État, coup d'État. Depuis leur premier président, c'est coup d'État au Tchad. Le président Idriss Déby est venu par coup d'État. Aujourd'hui, là, on dit son fils est général, il est là. Non, c'est l'armée qui prend encore le pouvoir. Mais moi, je prie. Et je prie pour que Dieu accorde la sagesse à son fils. Que Dieu accorde la sagesse à son fils. Pardon. Ne fais pas comme Guy Robert chez nous en Côte d'Ivoire. Tu as dit 18 mois là. Petit pardon. Organise et puis mets-toi en retrait. C'est possible. Organise. Parce que le problème, il est là. Les gens viennent, ils dansent des beaux discours et puis après ils disent ils ne bougent plus. On va faire comment? C'est ça là. C'est mieux quand tu viens. Tu dis moi je suis venu là. Le temps de stabiliser le pays pour organiser les élections. Au moins dans la tête des gens là, ça est dedans. Tu es venu dans un moment difficile, d'incertitude. Tu dis moi là, moi je ne suis pas sûr que ça va suffire. Parce que il y a la guerre des clans. Il y a des poches de résistance. Même au sein même du pouvoir, même du président Idriss Déby, là, au sein même de son pouvoir, là, il y a des gens qui ont retourné contre lui-même dedans. La mort du président Idriss Déby, là, dans son propre camp, là, dans ses soldats qui sont autour de lui, là, idéologiquement, là, ils ont réussi à les retourner contre lui-même. Mais comme on doit rendre l'histoire héroïque, on va laisser ça comme ça. On ne va pas rentrer dans le détail. Sinon, un président de la République qui a 68 ans, il n'a pas 22 ans, il n'a pas 37 ans. Il a un ministre de la Défense, il a des généraux, il a des chefs d'état-major. Ne se lève pas de son palais pour dire que je m'avais au front avec fusil à la main. C'est pas possible. C'est pas possible. Un chef d'État, là, il ne peut pas se lever où il connaît très bien lui-même là. Quand il est venu au pouvoir, là, c'est pas le même groupe rebelle. Il est venu au pouvoir, là, c'est pas un groupe rebelle. Donc, il connaît. Il connaît. Donc, un chef d'État ne peut pas se lever. Il a un ministre de la Défense. Il a des généraux. Il a une armée qui est solide, qui a guéri. Il ne se lève pas pour aller. Il n'est pas Napoléon Bonaparte. Ça, c'était au temps de Napoléon Bonaparte, où le maréchal Bonaparte montait à cheval pour partir en Algérie pour aller faire la guerre. Non. Pour aller rejoindre ses soldats. Là, où il y a tous les ministères, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Défense, il y a les généraux, il y a l'armée. C'est le président qui va quitter le palais pour aller à la frontière de la Libye pour aller se battre. Pourtant, on dit déjà que les rebelles sont rentrés dans N'Djamena. On va laisser ça comme ça. L'histoire là, elle est une histoire d'un héros. Parce qu'en réalité, il fut un héros. Il fut un héros. De la manière il est venu au pouvoir, il a stabilisé son pays. Il a mené la guerre contre les djihadistes terroristes. C'est un héros. Il a protégé, il a préservé, il a garanti la sécurité de notre continent. C'est un héros. On va prier pour le repos de son âme. Mais vraiment, j'espère que son fils, 18 mois là, c'est quand même peu. C'est peu. C'est peu. Parce que demain, il y a déjà une opposition qui est là-bas. Et son fils va dire, je vais me présenter. Ça va devenir tollé. On dit, ah, tu es venu, tu as dit, tu as fait 18 mois pour organiser. Pourquoi tu te présentes? Donc souvent, je ne comprends pas aussi dans leur discours, là, qui les aide à préparer leur discours, leur langage. Je ne comprends pas. L'Afrique, c'est dur. C'est triste. Et ça fait très mal. Parce qu'un si beau continent,
un si vaste continent, un si grand continent. Un si grand continent où je suis sûr qu'il y a des intelligences. Il suffit juste de leur donner la place. Il suffit de faire la place à l'égalité des chances. De faire la place à l'égalité des chances sans regarder l'ethnie, la religion des gens. Donner la place à ceux qui méritent. C'est pour ça que je dis aux indigénistes là, qui trouvent la facilité d'accuser la France sur tous les plans là. Je reviendrai dessus. Parce que les gens accusent la France, mais en réalité, le meilleur pays au monde. La France a certes ses défauts, mais le meilleur pays au monde, c'est la France. En matière de justice sociale, en matière d'égalité des chances, en matière de politique sociale, c'est la France. Le meilleur pays au monde, c'est la France. La France, oui, a ses défauts. Elle n'est pas parfaite. Mais en matière d'égalité des chances, en matière de justice sociale, la France est un meilleur pays. Donc, c'est facile de jeter tout sur la France comme ça, mais on a qu'à quand même prendre un peu de recul. Parce que là, je sais que ici, il y a des gens qui vont venir dire « Ah, c'est une vendue. » C'est tellement simple de trouver que les gens ont toujours vendu. Ça, c'est bien. Mais citez-moi un pays au monde où celui même qui ne travaille pas a un logement pour dormir. Citez-moi un pays au monde où celui qui ne travaille pas, il est pris en charge. On paye ses médicaments, on paye ses factures, on paye son loyer. À la fin du mois, il a un petit salaire. Donnez-moi ce pays-là au monde. Donnez-moi seulement ça. Les indigénistes vont me dire « Ah, c'est parce que la France va piller l'Afrique. » Je dis, je reviendrai dessus. Ce n'est pas l'ordre du jour. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'au peuple tchadien. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est avec beaucoup de tristesse que nous assistons comme ça au départ brutal du président tchadien. Sachez que toute l'Afrique pleure avec vous parce que vous avez été là et que vous serez toujours là pour être les frères, les alliés, les frères du continent africain. Que vraiment Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse tout le peuple tchadien, que Dieu essuie vos larmes et que Dieu vous console dans ces moments aussi difficiles. À vous tous, bonsoir.